Bon, c'est bon, vous m'entendez bien? Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre session. J'étais très intéressé par les tableaux. Je vais vous en présenter d'autres. Ils ne sont pas aussi beaux que ceux qu'on vient de présenter, mais bon, voilà. Donc, le petit sujet qu'on m'a demandé de travailler ou qu'on a proposé, c'est distiller 14 années d'expérience issues de chez Toyota au sein d'une entreprise textile spécialisée dans les implants médicaux. Donc je vais d'abord vous présenter un peu d'où je viens, voilà ce que j'ai fait chez Toyota, et puis après j'expliquerai mon rôle et dans la société dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc j'ai mis une petite photo parce que pour moi les entreprises c'est des hommes et c'est pas des bâtiments. Du coup je me suis dit tiens, alors j'ai retrouvé ce matin une vieille photo, c'est une vieille photo. Mais voilà, quand on est chez Toyota, quand on célèbre des choses comme ça, on voit toutes les équipes, on est ensemble. Là il y a toutes les équipes réunies, donc de qualité, de peinture. Voilà, tout le monde est là et là c'est célébrer la sortie d'un nouveau modèle de Yaris à une époque. Donc moi j'ai eu la chance, donc je suis donc François Hénin, je suis ingénieur à arts et métiers, je suis papa de trois jolies jeunes filles. Voilà, je suis marié à une DRH aussi, donc le côté humain à la maison est important et que je développe aussi dans l'entreprise. J'ai eu la chance donc au début de démarrer dans la sous-traitance automobile, donc de bien connaître ce que c'était que la sous-traitance automobile assez tendue, même fortement tendue. Et ensuite, j'ai été appelé, enfin, j'ai eu la chance de participer à la construction de l'usine de Toyota à Valenciennes. Donc, à partir du moment où il y avait les premiers bulldozers là, qui passaient sur les champs. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir été sélectionné. Et donc, j'ai passé 14 ans de ma vie et beaucoup de moments d'ailleurs dans ces 14 années en maintenance chez Toyota. Donc j'ai eu la chance donc, de démarrer le site et puis voilà. Et en fin de parcours, j'étais responsable maintenance du site complet. Donc là, qui tournait à l'époque, je crois qu'il tourne encore, en 3.8. Donc voilà, ça tourne tout le temps. Et puis la maintenance, forcément, dans ces cas-là, elle tourne le week-end. Donc moi, j'avais une amplitude assez large de travail. La maintenance chez Toyota, c'est 260 techniciens, une trentaine d'ingénieurs de maintenance. Voilà, donc c'est c'est de l'automobile. Au-delà de tout ça, c'est une expérience humaine qui, pour moi, je pense que j'ai vécu d'être passionné au travail, parce que vraiment j'étais, voilà, les valeurs de Toyota, tout ce qui est mis en œuvre et tout ça, je les ai vraiment vécues à plein, et donc j'ai vraiment beaucoup travaillé. De ma perception, de ce que j'en ai donc après avec un peu de recul aujourd'hui. L'alliance donc des Ch'timi avec les Japonais. J'ai eu la chance de travailler d'ailleurs avec Didier Leroy, qui est pour moi le parfait ch'ti, donc le patron de Toyota qui venait de Renault. Et donc de construire un système. Alors chez Toyota, la chance qu'on a, c'est qu'au début, en tout cas quand on est en phase de construction automobile de l'usine, on a le choix, on n'applique pas les principes tout de suite. Donc j'ai eu la chance de grandir au fur et à mesure de l'usine et on ne vient pas vous plaquer un certain nombre de méthodes de travail comme ça du jour au lendemain. Vous êtes toujours accompagné vous appelez ça un formateur, d'un japonais qui est toujours avec vous, plus ou moins, qui change tous les 3 ans et qui petit à petit vous façonne et vous inculque les valeurs de Toyota, dont celle du Lean, mais pas que, hein, il y a les piliers du TPS. Voilà. Donc j'en suis ressorti avec beaucoup d'apprentissage surtout, et c'est pour ça que cette photo elle est super importante pour moi, beaucoup d'aventures humaines, beaucoup d'expériences qui ont été très riches. Et aussi, j'ai eu la chance de faire de la philosophie au travail et d'avoir des discussions stratosphériques avec des Japonais. Et c'est là que je me suis dit, punaise, au boulot, on ne fait pas que gagner sa vie, on peut aussi se développer et développer les hommes. Et c'est une chance que l'usine de Valenciennes propose, c'est de prendre des personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont rien, et qui demain sont chefs d'atelier, managers, ou sont à des positions incroyables que l'on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas comparer ça dans d'autres sociétés. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu, alors peut-être qu'aujourd'hui ça change, mais je ne l'ai pas vu. Mais par exemple, quelqu'un qui a un CAP de boulangerie, il se retrouve chef d'atelier carrosserie en 5-6 ans. Donc moi j'ai vu ces parcours-là.
Et ça, la force de Toyota, c'est de proposer ça et d'accompagner tout le temps quelqu'un et de le faire grandir. Et moi, j'ai eu la chance de grandir pendant 14 ans chez Toyota et j'en suis hyper reconnaissant. Et donc ça m'a inculqué le fait que, et ça me correspondait bien, moi je travaille pour faire grandir les gens. Alors on le verra, je l'expliquerai, le lean aussi, c'est aussi une façon aussi de faire grandir les gens, de les accompagner, pas forcément avec de la pression, même si quand on est une usine automobile, il y a de la pression. Hein. Une voiture par minute, quand on est en maintenance, c'est une minute, c'est une voiture qui manque à la fin du poste. Au bout de 10, 15, 20 minutes, moi, donc il y a eu des règles d'escalation, mais au bout de 20 minutes, j'étais appelé, c'était systématique. Parce que 20 minutes, c'est 20 voitures. Une voiture, on disait que c'était 40 000 euros, 50 000 euros de chiffre d'affaires. La pression, elle monte tout de suite. Cette pression, elle monte, mais elle est, j'ai envie de dire, bien vécue parce que chez Toyota, on ne met jamais le doigt sur la personne, on met toujours le doigt sur le système. Et ça, moi, je l'ai vécu. Et donc, du coup, on essaye toujours de comprendre ce qui a fait que les équipes n'ont pas réussi à résoudre le problème, soit plus rapidement, ou pourquoi le problème, il s'est passé. En maintenance, ce qui est génial, c'est que des problèmes, vous en avez tout le temps. Voilà, ça tombe, vous vous ennuyez jamais, ça tombe. C'est comme un médecin. Ce qui est génial, un médecin, il voit tout le temps des malades. Il y aura toujours des gens qui sont malades. Et la chance qu'il y avait, c'est que chaque panne était considérée, alors on passait comme ça dans les équipes, parce qu'au début, quand vous êtes en maintenance, il y a tout l'atelier qui est arrêté, il y a 800 personnes qui sont arrêtées. Bon, on est une vingtaine autour de la panne, la pression, elle monte vite. Mais le sujet, c'est cette panne, c'est un cadeau qu'on fait aux équipes de maintenance, parce que si la panne est arrivée, c'est qu'on ne connaissait pas assez bien la machine et qu'on n'a pas compris pourquoi, ce qu'il fallait faire pour éviter la panne. Et le transformer comme ça, d'abord, ça enlève toute la culpabilité sur les équipes et ça les aide à foncer et à donner de l'énergie. Tu ne savais pas, maintenant on va comprendre, après le débrief de la panne, quand la machine arrête, on va comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé, ce que tu ne savais pas. Et à chaque fois qu'on avait une panne, du coup, c'était l'occasion de grandir et de partager les expériences. Ça, c'est le premier point d'enseignement. Et après, ce qu'on vit aussi chez Toyota, c'est donc le lean. Ça bouge tout le temps. Et il y a toujours des challenges qui arrivent. Mais toujours. Ça n'arrête jamais quand on atteint un système. Et au bout de 14 ans, quand je regarde ce qu'on faisait la première année, la deuxième, la troisième année, au bout de 14 ans, on se dit, mais c'est incroyable les progrès qu'on a fait. Un jour, il y a un gars qui est arrivé dans l'atelier. C'était un Japonais. Il a dit, François, tu dois choisir un endroit dans l'atelier, un groupe de machines, où il y aura 0 panne. Il dit, c'est pas possible. Et tu choisis l'endroit, peu importe lequel, mais il y a 0 panne. Donc il y a des machines avec des robots qui s'arrêtent 50 fois dans la journée. Vous savez, c'est des micro-arrêts qui durent 5-6 secondes, qui sont soi-disant indolores, mais qui à la fin coûtent cher parce que 50 fois 3-4 secondes, le gars de maintenance, il court, il va resetter, il redémarre, la machine elle redémarre, ça pèse lourd à la fin. Et le fait de dire, on va s'occuper de cette machine, ce groupe de robots, et de dire il y aura 0 panne à la fin, moi je dis mais il est fou. Il est fou le gars, il me propose un truc, c'est même pas la peine. Je veux bien le tenter, j'aime bien moi les challenges, même les trucs impossibles. Et on l'a fait, on a mis 6 mois, 1 an, et on traçait la courbe, et à la fin on est arrivé à 0. Le problème, c'est pas d'arriver à 0, c'est de maintenir le 0. Et en fait, c'était rigolo parce que à chaque fois, les mecs, ils prenaient leur poste, que 3-8, là, vous savez, vous voyez les mecs, des fois, vous voyez les mecs plusieurs fois dans la journée. Et donc là, on se dit, mais là, je deviens fou. Mais quand la première chose que les mecs arrivaient, même ils se téléphonaient. Ils disaient, alors, il y en a eu ou 0? Donc en fait, les mecs, ils se battaient seulement pour ce secteur de l'atelier pour avoir 0 panne. Et ils le faisaient. Et du coup, on regardait les machines, on les décortiquait dans tous les sens pour prévenir les pannes. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Je prenais les mecs pour des fous. Et en fait, voilà, année après année, chez Toyota et dans le principe du lean, c'est on ne s'arrête jamais, mais on ne s'arrête vraiment jamais de mettre des objectifs qui sont au début peut-être insensés, mais au final, quand on donne du sens, ça, on embarque les équipes et on arrive surtout à les développer, à se faire progresser. Et il y a un troisième point que j'ai retenu, moi que j'ai adoré, c'était un Japonais. Vous savez, les gars de maintenance, ils dépannent, puis ils disent pas ce qu'ils ont fait au gars suivant. Le gars suivant, il y aurait même panne. Il met autant de temps que l'autre, le premier, machin. Et le Japonais, il dit, François, c'est bien, tu fais progresser tes gars, tu fais plein de formations, ils avancent. Mais sauf que les mecs, ils ne capitalisent pas entre eux. Donc on va organiser des petites séances de travail où les gens ils vont expliquer ce qu'ils ont fait
entre eux et ce qu'ils ont appris. Et on appelait ça les gars de maintenance, quand ils ont un truc, ils se mettent dans leur petit carnet, puis ils notent, alors pour ce robot-là, il faut que j'appuie là, et quand je me... Et ils gardent bien précieusement leur carnet sur leur cœur, et ils ne le diffusent pas. Ils ont horreur de ça, les gars de maintenance, parce qu'ils sont un peu jaloux, ils aiment bien gonfler les pectoraux en disant c'est grâce à moi que ça a dépanné. Nous, on disait, bah, même pas en rêve, nous, ce qu'on veut, c'est zéro de panne, donc le fait que tu dépannes, c'est pas bien, c'est pas un sujet, donc ça faisait pchit. Par contre, maintenant, tu vas expliquer aux autres ce que tu as fait, ce que tu as appris. Ah bah attends, je ne vais quand même pas expliquer un truc aussi basique que moi j'ai appris aux autres. Et en fait, on organise des réunions, et en fait, au fur et à mesure, on appelait ça les petits carnets de l'Indien, c'était les mecs, ce qu'ils avaient noté sur le carnet, ils expliquaient aux autres, et les autres, ils apprenaient. Du coup, on allait super vite en apprentissage, et on avait créé la cohésion grâce à ça, grâce à cette connaissance qui était partagée au sein des équipes. Et ce partage d'expérience, il est super important et super riche pour faire progresser. Et quand les gens arrivent à se connecter entre eux en des astuces, moi je vois ça aussi maintenant dans ma boîte, voilà, Excel. Les gars qui utilisent Excel. Moi des fois je me mets derrière des écrans, je regarde les gens travailler, je dis punaise. Alors j'ai vu, je vous promets, j'ai vu une fois, mais maintenant ça ne l'est plus, quelqu'un faire une addition avec sa calculette alors qu'il avait mis tous les chiffres dans Excel. En fait, on ne se rend pas compte. Alors c'est facile, dans l'atelier, voilà, maintenant c'est facile. Mais on ne se rend pas compte derrière les écrans, en fait, les utilisations. Et donc maintenant, je dis, bah, partagez entre vous ce que vous savez faire. Et n'aie pas honte de dire ce que tu ne savais pas. Il n'y a pas de honte. Et l'humilité qui est développée chez Toyota, l'humilité humaine qui dit, tu as le droit de ne pas savoir, tu as surtout le devoir que ce que tu viens d'apprendre, de le transmettre aux autres. Ça fait progresser tout le monde et ça fait progresser l'entreprise. Voilà ce que je retiens de mes expériences chez Toyota. Et donc un jour, j'ai basculé voilà, de ce métier passion. Ben voilà, il y avait une fin et donc du coup, j'avais un rêve d'ingénieur qui c'était d'avoir ma propre entreprise. Et puis du coup, je me suis dit, voilà, tout ce que j'ai vécu chez Toyota, je ne vais surtout pas essayer de le vivre ailleurs parce que j'aurai jamais autant de moyens, autant de dynamisme et de méthodologie pour le faire. Du coup, il faut que je change complètement. Et donc, j'ai changé et je suis arrivé en tant que directeur général dans une société qui s'appelle Cousin. À l'époque, qui s'appelait Cousin Biotech, qui est du côté de Vervic, le long de la vallée de la Lys. Donc c'est une société qui fabrique des implants chirurgicaux à partir de textiles, et c'est une PME de 130 personnes. Donc j'ai fait Toyota à ça. Donc les gars ils me disent tout le temps, mais comment tu as fait et tout ça. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je peux vous dire c'est que j'ai souffert minimum au moins 2 ans, 2 ans et demi, mais j'ai vraiment souffert, parce que ça a été très compliqué pour moi de m'adapter. Et ça a été compliqué aussi aux collaborateurs de s'adapter parce que c'était une petite révolution. Donc je vais vous expliquer en 5-6 minutes ce qu'on fait chez Cousin Surgery. Je check le temps. Donc voilà, donc c'est une société qui aujourd'hui fait 130 personnes, qui a à peu près 20 ans d'existence, qui est basée sur l'innovation, sur des implants chirurgicaux à partir de textiles. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un implant juste après. Le petit historique, c'est 1848, vallée de la Lys, beaucoup d'eau, la rivière là, qui changeait de couleur régulièrement. Parce que, pardon ? Voilà, la rivière était bleue, on m'explique voilà, toutes les couleurs. Il y a des jours, elle change de couleur. Bon voilà, donc grosse vallée de la Lys, beaucoup d'industries textiles. La famille Cousin qui s'installe à Comines, Vervic. Je ne vais pas vous détailler toutes les dates, mais à peu près en 1994. Donc ils faisaient du fil de couture, après ils ont fait du fil, après ils ont fait des cordes de tressage, et puis à un moment donné, il y a un chirurgien qui a demandé un petit bout de tresse. Une tresse, c'est comme presque comme un lacet, et il en a fait un ligament croisé du genou. Voilà. Et le patron de l'époque, donc François Cousin, il s'est dit, là, il y a un truc à faire. Et il se posait toujours la question de comment convertir son entreprise textile, qui, voilà, je ne vais pas vous faire le débat du textile, mais compliqué. Donc il a reconverti, et donc Cousin Surgery, aujourd'hui ex-Cousin Biotech, est issu d'une grosse histoire, une grosse tradition textile et une reconversion, une belle reconversion. Voilà, donc bon, voilà, 2008, donc les implants, ça se fabrique dans des salles blanches, donc en 2008, une belle salle blanche, et puis en 2019, le capital est passé d'une famille à un fonds d'investissement qui s'appelle Curren Capital, qui nous permet de nous développer et d'aller beaucoup plus loin. Et on a eu la chance en 2021 d'être lauréat France Relance pour investir massivement sur le site. On a 5 valeurs dans l'entreprise, je vais passer aussi rapidement, qui sont donc on a beaucoup travaillé là-dessus pendant le confinement,
qui sont des valeurs de responsabilité par rapport aux patients, par rapport responsabilité par rapport à nos collaborateurs, aux familles, à l'emploi, au tissu local. On a aussi la valeur de travailler ensemble. Ça, c'est super important quand je vous explique que voilà, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de... œuvrer ensemble, c'est vraiment... Donc on a la chance d'avoir toute la chaîne de valeur, de la conception, de la fabrication jusqu'à la vente. Donc on a vraiment tous les métiers du monde, dont ceux de maintenance d'ailleurs, dans cette entreprise. L'ingéniosité, c'est toujours essayer de chercher de faire quelque chose qui est décalé par rapport au marché. Donc l'innovation est essentielle, et si on n'a pas d'innovation, demain on se fait avaler tout cru par des grands Américains qui pèsent des milliards. Donc je ne peux pas me dire 10 fois ou 100 fois plus, c'est beaucoup plus. Expertise dans nos métiers, et puis la fiabilité sur les produits qu'on met sur le marché, puisque je ne vous fais pas de dessin, mais la qualité dans notre domaine, c'est un point important. On fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait à peu près 235 000 implants par an. On travaille sur 40 pays. On investit 11% du chiffre d'affaires en recherche et développement. Voilà. En image, le textile chez nous, donc on fait notamment du tressage. Donc du tressage, on prend du fil et on fait une tresse. Donc un lacet, c'est une tresse. Un ligament, c'est une tresse. Un fil de suture, c'est une tresse aussi. Et donc il y a des équipements, et puis il y a aussi beaucoup de travail manuel que vous voyez là. Là, vous voyez les mains des opératrices. Donc il y a la couture qui est faite à la main sur les implants. Il y a la découpe, il y a les coupes qui est faite à la main ou en machine laser. Et puis on a aussi des petites machines à coudre. Une salle blanche, voilà ce que c'est à peu près. Donc on n'y rentre pas facilement. Alors pour vous dire, faire du gemba, pour moi faire du gemba en salle blanche, il faut déjà que je me déshabille complètement. Alors je le fais, hein. Et voilà. Donc c'est un effort particulier pour le management de faire du terrain ou de l'atelier ou du Genshi Genbutsu comme on appelle, et d'aller à la rencontre des opératrices. Donc les opératrices, forcément, donc, quand elles rentrent, se déshabillent, il y a des sas et puis elles se rhabillent. Donc en fait, elles rentrent le matin, elles sortent pour manger, et voilà. Donc il y a pas par exemple, il n'y a pas de pause clope, il n'y a rien, parce que voilà, il faut se déshabiller. Les filles, elles n'ont pas le droit au maquillage, pas le droit aux boucles d'oreilles, rien. Donc elles sont comme là sur la photo. Donc on travaille dans 3 univers, le rachis, le viscéral, et on est aussi sous-traitant. Le viscéral, c'est là en photo, donc c'est les hernies ombilicales, ou inguinales, c'est votre paroi qui à un moment donné a une faiblesse. Et donc il y a les viscères qui sortent, ou ça fait une petite boule, ça dépend, hein. Hernie inguinale chez 30% des hommes. Donc ici, il y en a qui sont sûrement concernés. Hernie inguinale, donc voilà. Donc on met un petit morceau de tricot, voilà, là où ça commence à sortir. Et donc ça fait un renfort de paroi. Le tricot, il est soit imputréfiable, c'est-à-dire qu'il vous reste à vie dans le corps humain, soit il est semi-résorbable, soit complètement résorbable. Bon, ça c'est le médecin qui choisit. Donc il y a plusieurs formes, plusieurs implants, mais j'en passe. Ensuite, on travaille dans le rachis, dans la colonne vertébrale, où là, voilà, on a 2 produits, dont particulièrement celui de droite qu'on appelle un Intraspine, qui se met entre les vertèbres pour soulager la hauteur discale, pour tout ce qui est hernie discale. Là aussi, j'imagine qu'ici, dans cette salle, on a tous notre petite douleur dans le dos. Voilà. Et puis on est en sous-traitance, voilà, parce il y a des gros Américains, ou beaucoup d'ailleurs d'Américains, qui nous font fabriquer leurs produits, puisqu'on a un gros savoir-faire là-dessus. On est engagé sur une politique, alors je dis environnement, mais aujourd'hui de façon plus large, RSE, sur le développement des personnes, sur notre impact environnemental, sur le partage aussi, partage des bénéfices. Ça, c'est un sujet qui est à cœur. Donc, on n'est pas encore Bicorp, mais voilà, aujourd'hui, on est engagé surtout avec notre investisseur, notre fonds d'investissement, qui accepte aussi que les plus-values de cession, on va faire un contrat de plus-value de cession pour pouvoir partager cette valeur qui est créée par tout le monde. Voilà. Donc, on fait voilà, l'impact CO2, toutes ces choses-là. Donc là, je passe rapidement. Et puis, je vous remonte la photo maintenant de l'équipe actuelle. Qui est notre photo, mais voilà, donc on est largement, il y a beaucoup de femmes, on est à 60% de femmes chez nous. Dans les 130 collaborateurs, en fait elles sont 30 opératrices, et tout le reste c'est des ingénieurs, de la qualité, du réglementaire, toutes ces choses là. Alors je vais vous expliquer un petit peu César, ça va, l'histoire. Donc effectivement, quand on arrive, la société à l'époque a été détenue par le fondateur, donc François Cousin.
société type, j'ai envie de dire maintenant, c'est facile pour moi de le dire maintenant, typiquement du Nord, bien caché, un patron qui décide de tout, pas de problème économique, hein, dès que la société était un petit peu en difficulté, ben, il y remettait. Donc la notion économique, j'ai envie de dire, existait pour lui, mais pour l'entreprise, voilà. Un chiffre d'affaires, les personnes ne savaient pas ce que c'était qu'un chiffre d'affaires, par exemple, et découvraient, voilà, quand il y a l'alias fiscale qui arrive au mois de mars, découvraient si on était dans une bonne année ou une mauvaise année. Voilà, toutes ces choses-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le milieu médical, il y a une chape de plomb, une chape réglementaire, et on ne fait pas facilement ce qu'on veut. Alors, faire du Kaizen, par exemple, c'est très très compliqué, parce que les dossiers, on explique à nos organismes notifiés, on explique comment on fabrique, et une fois qu'on a expliqué, on fait le dossier. Un dossier, ça coûte 180 000 €, ça dure 5 ans, vous ne le changez pas. Et si vous voulez, par exemple, rajouter un point de couture, ou en enlever un parce que vous dites qu'il est inutile, vous n'avez pas le droit de le faire. Ou là, vous soumettez le dossier, donc c'est 180 000 €. Donc ça, rien que ça, le Kaizen, bah, bon courage pour faire du Kaizen sur du produit. Ça, voilà. Et donc c'est très très réglementé. Et comme c'est du médical, il faut être parfait. Mais parfait, c'est vraiment... Et donc il y a une peur, quand je suis arrivé, qui était très présente, c'est on touche à rien, on fait rien, ça va bien, les produits, on n'a pas de plein de clients, c'est que ça va. Et donc on change rien. Et dès qu'il y a un système, on fait peur aux gens. Ah, attention, si on a un client, ou si on a un rappel de l'eau, vous savez ce que c'est que le rappel de l'eau, voilà, par exemple dans l'agroalimentaire, c'est des catastrophes qui peuvent faire fermer une société. Donc voilà, donc on a agité le chiffon avec cette peur. Et donc le management par la peur, moi je l'ai vu, je l'ai connu, des gens qui étaient sclérosés parce qu'ils ne pouvaient rien faire, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre de risques, parce qu'il fallait être parfait. Et la notion d'être parfait, elle est compliquée parce que vous savez bien que le dernier kilomètre, on n'arrive jamais à le terminer. Il y a toujours quelqu'un qui veut aller plus loin. Et donc dans le médical, c'est ça, et donc il faut choisir ses combats. Et donc quand on fait un 80-20, on fait un tableau, c'est quoi ton top 3 des priorités? Moi j'ai appris chez Toyota, c'est génial, le président monde de Toyota, il venait visiter l'entreprise. Et la première question, il disait, moi je ne veux pas parler au manager ou au président, je parle au chef d'atelier. Et il disait, c'est quoi tes 3 problèmes d'aujourd'hui? Le gars qui ne savait pas répondre, là, il s'en prenait une. On devait en permanence connaître les 3 problèmes de l'atelier actuel qui devaient s'afficher et le manager devait travailler que sur ces 3 problèmes-là. Les autres, on les écarte. Et quand vous êtes dans le milieu médical, on dit, bah, c'est quoi ton top 3? Il me dit, ouais, mais là, ça peut arriver. Combien de fois? Une chance sur 1 million. Ouais, mais bon, tu te rends compte si ça tombe sur ma voisine, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est compliqué dans le milieu médical. Donc, animer et faire du lean dans ces conditions-là, c'est pas facile. Alors après, du coup, donc comment je me suis pris? Donc bon, voilà, la première chose que j'ai fait, moi, je suis rentré dans la salle blanche et j'ai passé 3 semaines enfermé dans la salle blanche. Donc les mecs des bureaux, ils se sont dit, mais le DG, il est où? Bah, il est dans la salle blanche, je ne sais pas où il est. Il est là-bas, je crois. Et en fait, moi, je voulais aller là où il y avait la valeur, là où la valeur était créée. Et donc, et observer, regarder regardez ce qui se passait. Et ça m'a été appris, ça ne vient pas de moi, je l'ai appris chez Toyota. Donc je me suis mis à côté des couturières, on a papoté, on a regardé, elle m'a expliqué comment on faisait. Et en fait, quand je sortais, le responsable d'atelier, il rentrait jamais dans l'atelier parce qu'il fallait se déshabiller. Et à chaque fois, je lui dis, mais il se passe ça dans ton atelier? Il me dit, non, c'est pas vrai. Et donc c'est pour ça que la valeur terrain, elle est super importante. Et dans le médical, c'est peut-être compliqué, même maintenant j'y vais moins, donc c'est plus compliqué, mais c'est un point important. Quand on fait du terrain comme ça, la première chose aussi que j'ai regardé, alors c'est pas parce que j'étais chez Toyota que je l'ai fait, mais j'ai observé que j'avais des couturières qui avaient mal partout. Parce que quand on est à table comme ça et qu'on vient coudre, on finit par avoir mal aux épaules, les canals carpiens, etc. Et donc en fait, je voyais des collaboratrices partir à la retraite, mais toutes cassées. Et elle était contente. Elle dit, bah, si j'ai mal, c'est que j'ai travaillé. Cette conception-là, moi, c'est pas possible. Et bien, si c'était comme ça. Et du coup, au début, je dis, bah, c'est pour les TMS, alors moi, je suis pas médecin, mais il faut s'étirer, il faut faire des choses. Donc au début, je dis, bah, on va faire de la gym, les filles, on va faire de la gym. Elles m'ont dit, alors toi, tu viens de chez Toyota, jamais tu nous feras faire de la gym. Jamais. Je dis, bah, d'abord, chez Toyota, j'en ai jamais fait. J'en ai vu, mais j'en ai jamais fait, mais bon, ok.
Donc j'ai fait rentrer un ostéopathe qui petit à petit les a convertis et maintenant du coup elles font 2 fois 10 minutes, je vous montrerai des photos, 2 fois 10 minutes de gym par jour pour s'étirer. Alors, au volontariat, donc l'atelier s'arrête 10 minutes, 2 fois par jour, elles papotent, voilà. Il y en a quelques-unes qui ne le font pas, et quand j'interroge celles qui ne le font pas, elles me disent ouais, mais quand je le fais, ça me fait mal, donc je ne le fais pas. Et là, je dis oh, c'est encore compliqué pour moi, parce que justement, si tu as mal, il faut peut-être que tu en fasses. Alors, enfin, pas comme tes copines jusqu'au bout, mais c'est que tu en as besoin. Mais il y a cette culture-là, voilà. Donc prendre soin des gens par l'observation, en fait, ça c'est né pas parce que je n'ai des choses là, c'est parce qu'on m'avait appris chez Toyota à observer et à regarder ce qui se passait. Et rien qu'observer un départ en retraite ou quelqu'un qui a mal, en tant que manager, faire du management, c'est dire bon, ok, ça c'est un problème qu'on ne doit pas accepter humainement, de laisser partir quelqu'un qui a mal et qui doit vivre, comme disent les jeunes, leur meilleure vie. À retraite, on doit vivre notre meilleure vie. Et bien là, elles ne pouvaient pas parce qu'elles étaient toutes cassées. Elles trouvaient ça normal et nous, on disait bah non, c'est plus normal. Donc, il y avait la gym. Donc après, oui, je me suis... donc on a travaillé sur les stocks, réduire les stocks. Voilà, ça c'est un sujet, mais pas pour le plaisir de réduire les stocks. Mais voilà, il y avait des emplacements et il y avait des réflexions. À François, il faut qu'on s'agrandisse pour mettre du stock. Mais alors moi, je leur ai dit, c'est la dernière chose que je ferai. D'abord, vous ne pouvez pas compter sur moi pour faire ça. Si vous avez trop de stock, c'est que vous avez des problèmes. On apprend chez Toyota à regarder les stocks, les poubelles, ou ce que vous appelez, vous, les bacs rouges. Les problèmes, ils sont là, et c'est là qu'il faut là. Et un stock, c'est parce que ça cache les problèmes. Chez Toyota, dans l'usine, entre les ateliers, par exemple, atelier de carrosserie, atelier de peinture, il y a 30 voitures. Une voiture par minute, donc 30 minutes. Si l'atelier de carrosserie s'arrête, au bout d'une demi-heure, c'est l'atelier de peinture qui s'arrête. Pourquoi il y a des encours qui sont si faibles que ça? C'est justement pour que le jour où l'atelier s'arrête, tout le monde se dit « Oh là, il y a un problème là. Ça s'arrête, c'est qu'il y a un problème. » Donc tout de suite, on va voir le problème. À l'époque, alors aujourd'hui, je peux pas, je sais pas, mais à l'époque, on disait chez Adoué, il y a entre 200 et 300 voitures entre l'atelier carrosserie et l'atelier peinture. 2 à 300 voitures, c'est 8 heures de prod. Donc en fait, ça se voit pas. Les problèmes, vous les masquez. Si l'atelier carrosserie s'arrête pour un problème de panne ou juste comme ça, l'atelier peinture, elle le voit pas. Donc il fluctue sur ce truc-là. Et en fait, chez Toyota, ils avaient fait exprès, et c'était hallucinant, alors que le terrain, il est gigantesque. D'ailleurs, il est en friche aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Mais ils avaient fait une petite usine, la plus petite usine du monde, exprès pour justement que tous les problèmes soient visibles et qu'on puisse traverser l'atelier, l'entreprise, en 10 minutes. Et moi, quand je suis arrivé donc, dans le médical, voilà, mais il y avait des stocks, j'aurais dit, bah, même pas en rêve, on va diminuer les stocks. Et on l'a fait, et aujourd'hui, il y a des salles qui étaient salles de stock, qui sont devenues des salles de réunion ou des grandes salles. Et les mecs, ils m'ont dit, bah, et donc maintenant, ils n'arrêtent pas d'enlever les stocks, parce qu'ils ont compris que les stocks, ça cachait les problèmes. Voilà, donc ça c'est un sujet, voilà, c'est des réflexes qu'on apprend, voilà, de regarder les poubelles et alors maintenant on regarde aussi les poubelles pour le tri, hein, pour l'environnement. Mais à l'époque les poubelles c'était tous les rebuts qui allaient, et quand on voyait les rebuts, c'est pas possible de faire autant de rebuts. Il y a aussi un point qu'on apprend dans le Lean, c'est faire confiance à l'opérateur. Et c'est lui qui doit se rendre compte s'il fait de la mauvaise qualité ou pas de la bonne qualité. Dans le médical, au début, j'ai compté, on contrôlait au moins 5 fois le même dispositif à différentes étapes. Au moins 5 fois. Ma responsable qualité, elle était convaincue que c'était comme ça qu'on allait faire de la qualité. Et donc moi, je lui ai dit, bah non, d'abord, c'est l'opérateur qui va lui-même se rendre compte s'il fait de la qualité, alors avec des pokayoke, avec des systèmes, et comme ça, il s'autogère. Ça, c'est un point aussi qui vient du Lean. Et puis après, surtout, on a on n'a pas inventé, on a repris des méthodes statistiques avec du prélèvement. Et ma responsable qualité, et je pense qu'encore aujourd'hui, elle n'est pas convaincue que ça soit mieux que de faire de 100%. Et j'ai dû la démontrer, voilà, qu'il fallait, pour faire 100%, il fallait faire contrôler 7 fois par 7 opérateurs différents pour être sûr que le produit il soit bon. Le truc qui est infaisable, personne ne fait ça. Donc je lui dis, bah maintenant on va mettre du prélèvement statistique qui est plus puissant que de faire 7 fois le contrôle par 7 personnes différentes. Ça aussi, c'est des choses qui sont puissantes, mais qu'il faut faire comprendre aux collaboratrices, aux opératrices, parce qu'elles me disent, mais François, tu dégrades la qualité. Je dis, mais non. Je me fais confiance à l'opératrice qui fait, donc effectivement un peu de pression, je lui fais confiance, j'essaye de comprendre si elle sait bien ce que c'est qu'un produit qui est bon et qui n'est pas bon à cette étape.
Mais en final, on arrête de contrôler les produits plusieurs fois en cours du process. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place et je pense qu'aujourd'hui, je suis encore personnifié comme celui qui a dégradé la qualité, ce qui est faux puisqu'on a toujours les mêmes résultats, mais pour elles, leur perception, c'est ça. Donc ça, il faut arriver à se battre contre ça. Après, le sujet, c'est de mettre des rituels, de mettre des rituels managériaux, rituels du matin, le bonjour du matin. Alors maintenant, on ne peut plus se serrer la main, c'est un peu pénible. Mais voilà, donc aujourd'hui, chaque équipe a son petit rituel devant son tableau. Je vous en montrerai quelques-uns. Devant son tableau, le manager qui se positionne. Hier, on s'est fait ça. Aujourd'hui, l'objectif de la journée, c'est ça. Avec ce que vous appelez le tableau Kanban pour visualiser l'activité, si on est à la bourre ou pas à la bourre, ou si tout va bien avec quelques indicateurs. Ça paraît basique, mais ça a été hyper long à mettre en œuvre et à faire comprendre. Et maintenant, quand le manager n'est pas là, je dis « Ah ben on n'a pas notre point du matin, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc ça c'est un petit point important. Et chez Toyota, le stand-up meeting de 10 minutes, le brief, avant de démarrer les chaînes de fabrication, ce qu'on appelle le groupe leader, qui gère à peu près une quinzaine de personnes, il a toujours ces 5 minutes du point du matin, où il détecte si tout le monde est en forme déjà, si tout le monde est bien réveillé, si au visage on arrive à voir si les gens sont en forme, ne sont pas bien ou s'ils sont contrariés. Et puis après, on donne les 4-5 objectifs de la journée, on fait de la com. Ça, c'est super important. Donc ça, le côté atelier, j'ai envie de dire, pour moi, ça a été facile. Et c'est quand j'ai voulu faire changer les mentalités dans la boîte, et d'ailleurs, c'est ce que j'explique au cadre un peu en les piquant quand ils ne veulent pas bouger. Je dis, mais les opératrices, elles ont déjà bougé bien avant toi, elles ont déjà compris le lean, elles sont déjà en train d'accepter les méthodes et de faire, entre guillemets, des améliorations sur le process. Et quand on dit ça à un cadre qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas s'arrêter, de faire quelque chose et de changer, ça c'est... Mais du coup, l'exemple, c'est un apprentissage pour moi, mais l'exemple, il est fait par les opératrices et pas par les cadres qui sont normalement intellectuellement plus cortiqués pour comprendre. Et en fait, les filles en salle blanche, quand on leur dit un truc, elles disent le One Piece Flow, l'autre jour... on n'avait pas de boîte Piece Flow chez nous, on préparait les boîtes et tout ça, et puis Olivier est venu visiter, et puis il a dit « Mais François, tu fais pas le One Piece Flow ?» Je dis « Bah attends, moi je connais pas le One Piece Flow, je connais pas ce concept-là. » Puis il m'a dit « Bah regarde telle vidéo sur YouTube. » Et puis une heure après, je dis aux filles « Ah les filles, il faut que vous regardiez le One Piece Flow, il y a un truc à faire là, ça va vous soulager. » Bah, le soir chez elle regardait, le lendemain elle harcelait l'ingénieur méthode pour dire « Allez, on y va, on le fait, on a vu sur la vidéo, ça marche. » Et l'ingénieur a dit « Attends, il faut que je regarde, je suis pas sûr de ton coup et tout. » Et en fait, les filles étaient « Ouais, mais si, on y va. » Puis elles avaient fait leur petit bout de process sur le côté, un truc incroyable. Alors que l'ingénieur, lui, il fallait des plombs pour lui faire comprendre et lui expliquer par A plus B que vraiment ça marche et tout ça. Et les filles, elles l'avaient mis en œuvre. Donc ça, culturellement, c'est toujours difficile, je trouve, de faire bouger les choses sur des populations qui sont... j'aime pas le terme, mais plus intelligentes, mais en tout cas plus à même de comprendre que des filles d'atelier. Donc ça, c'est l'atelier. Maintenant, je commence à m'attaquer, donc entre guillemets, à d'autres personnes, moi j'appelle les services commerciaux, les choses comme ça. Vous savez, tout à l'heure j'ai expliqué derrière un écran, on ne sait pas ce que les gens font derrière un écran, et à inventer des rituels ou regarder faire standardiser des choses pour des gens de bureau. J'apprends aujourd'hui à le faire. Je trouve ça extrêmement compliqué, mais au final, on y arrive. On y arrive par ce que je viens de dire, les rituels, des tableaux, alors des Kanban, je vais vous montrer. Mais ça reste pas simple parce que c'est jamais visuel. Un atelier, vous pouvez observer une fille qui fait quelque chose. Vous pouvez voir si son geste n'est pas standard. Une opératrice de saisie de commande ou facturation, la compta, des choses comme ça. Déjà se mettre derrière son bureau et regarder ce qu'elle fait avec son écran, elle dit mais il fait quoi là? Il est en train de me harceler, en train de me pousser, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors que non, on est juste en train d'observer. Donc ça, c'est compliqué. Et aujourd'hui, je me suis, du coup, parce que dans l'entreprise, je suis arrivé comme un extraterrestre, et même voire pire, je pense. Et petit à petit, bon, tâche par tâche, ça s'est donc commencé par atelier, puis finalement, secteur par secteur, ça s'est mis en place. Les rituels ne se sont pas mis en place tout le long. Et maintenant, je suis avec une consultante qui vient et qui arrive à faire passer les messages. Et quand moi, je parle un truc, elle dit « Ah ben non, mais ça existe ailleurs et tout ça. » Donc les connexions d'une entreprise qui était à Vervic, c'est assez loin, Vervic. C'est enclavé, c'est le petit village gaulois, c'est très compliqué. Et donc l'ouverture à l'extérieur, elle est très difficile pour eux.
Donc le fait de faire entrer des gens d'ailleurs et leur faire comprendre ce qui se passe vraiment ailleurs et que ce qu'on est en train de faire, c'est la vie de toutes les entreprises qui sont en train de bouger, ça donne plus de sens et c'est plus facile pour moi. Et du coup, le fait d'avoir des consultants, ou moi j'appelle ça aussi des coachs, je trouve ça plus joli, avec qui on s'entend bien, où on vraiment partage la même philosophie, du coup, quand les gens la voient arriver dans le service, je fais oh là là, elle me dit oh là là, ça y est, on va bouger. Ça y est, on va bouger. Et en fait, au fur et à mesure, et maintenant ce qui est génial, c'est que je vois que du coup, les collaborateurs, ça y est, ils ont pris le truc en main, ils n'ont plus besoin, et ils commencent maintenant à me dire ah, François, on a fait ça, machin. Alors du coup, j'arrive plus à suivre, je dis attendez, vous faites ça, génial, top. Et donc du coup, le système, il s'est mis en route. Mais c'est très très long, ça a été très très long à faire, et maintenant, le fait de le faire avec quelqu'un qui, j'ai envie de dire, et dont c'est le métier, c'est plus simple. En tout cas, ça marche et c'est plus puissant. Alors je vais vous passer mes petites slides comme ça. Voilà, donc bon, voilà des petites photos alors prises entre hier et ce matin. Donc honnêtement, moi je cache rien. Donc mon tableau il est peut-être pourri. Je sais pas. C'est le tableau, c'est la vie, c'est la vie réelle. Je l'ai pas enjolivé. Vous voyez le titre, c'est marqué Gift Lift. Ça c'est le tableau. Parce que entre les deux parties de saisie de commande et la logistique, ils n'arrêtaient pas de scraper le chignon, ça ne s'entendait pas. Et donc je leur ai fait le coup, quand tu es en saisie de commande et la logistique a fait une erreur, tu viens lui apporter ton cadeau. Donc on faisait des petits paquets, on faisait des réunions cadeaux, on apportait le truc. Et en fait le truc c'était une grosse boulette qu'ils avaient faite. Mais ça démystifiait, ça permettait de... Voilà. Donc là c'est le tableau où on se donne des cadeaux, alors soit dans la logistique vers le service client, soit le service client vers la logistique, suivant le code couleur qui est là. Ça, c'est une présentation qui a été faite hier par une ingénieure. Elle a appris ce que c'était qu'elle a appris elle-même et elle a expliqué. Alors nous, quand on met en place des choses d'amélioration, on réunit les gens entre midi et midi 30. Donc c'est au volontariat, c'est sur le temps de repos, sur le temps de pause, pour expliquer ce qui est fait. Donc c'est la com. Et là, la fille, elle a réussi à rassembler 70 personnes autour de son concept, ce que nous on appelle le fast lane. Ça veut dire qu'avant on mettait 6 semaines pour fabriquer et faire un OF, la fille, elle se challenge 3 jours. Et donc, elle a expliqué, donc elle a appris les trucs lean, machin, pas par moi, je l'ai envoyé en formation, mais elle a expliqué ce que c'était que le flux tiré, le flux poussé. Elle a expliqué, donc là, ce que vous voyez, les boîtes en plastique, c'est ce qu'on dit en Kanban, les boîtes en carton, ce qui n'est pas encore en Kanban. Donc elle a mis en route le Kanban, ça veut dire que quand on utilise scraper le chignon, j'ai jamais la bonne boîte au bon endroit, j'appelle le mec, et il me faut 150 boîtes de telle taille et tout ça. Là, en fait, c'est organisé en Kanban, ça veut dire que, alors c'est facile, je leur dis, c'est comme chez McDo, vous voyez les étiquettes chez McDo, c'est du Kanban ça. Non, je dis si, le numéro qui est là, quand le mec il le prend, il le met, il donne au cuisinier pour qu'il le refasse. Il dit pas refais-moi 3 cheeseburgers, c'est l'étiquette qui lui dit. Et donc là, c'est ce qu'elle a mis en place avec les boîtes en carton. Et voilà. Et donc le Kanban, elle l'a mis aussi donc en flux tiré, c'est-à-dire que ça part. L'étagère que vous voyez, c'est des produits finis. Et là, c'est son grand plaisir, c'est avant, après. Là, la place dans le truc, mais ça, elle a fait ça grâce au flux tiré. Donc elle a gagné 10 étagères. Donc les gens vont dire on va faire quoi? Je sais pas. On sait pas en fait. Et en fait, le sujet, c'est maintenant d'apprendre les gens à bouger, mais en permanence, sans dire mais qu'est-ce qui va nous arriver? Je dis j'en sais rien, mais prépare-toi. Et c'est ce mouvement perpétuel que je trouve qu'apprend le Lean. C'est comme ma consultante m'a dit, mais François, je suis contente parce que tes tableaux, c'est le bordel. Bon, ah ouais, parce que je vois qu'il bouge, sa vie. Celui que j'avais fait il y a 2 mois, ils se sont appropriés, ils ont retourné le truc, ils l'ont fait autrement. Il est pourri, mais en fait, ils vivent. Et en fait, un tableau et un standard, il est fait là pour vivre. Et donc, là, on gagne de la place, on ne sait pas pourquoi, mais le jour où on aura besoin, on aura la place et on ne sera pas en train de dire il faut faire une extension dans un bungalow ou un container sur le côté pour stocker des choses. Donc là, c'est ce mouvement-là qui est devenu maintenant, et donc c'est là où je me dis que la mayonnaise, elle commence à prendre, parce que c'est les gens qui viennent me dire, regarde François, les étagères, elles sont vides. Je dis, attends, je vous ai rien demandé. Ouais, mais bon, on doit le faire, on se prépare. Et cette agilité que vous nommez régulièrement, il faut apprendre les gens sans qu'il y ait un objectif précis, sans qu'il y ait une crise. Il faut leur apprendre à bouger et à performer en permanence. Donc voilà, avant, il y avait 400 produits finis en stock, 24 000 euros. Donc elle a fait son petit calcul. Et maintenant, on a 1500 produits et ça ne coûte que 9 000 euros.
Mais au-delà des euros et tout ça, c'est le concept que la fille, elle a appris, elle a une patate d'enfer et elle entraîne tout l'atelier avec elle. Donc là, c'est mon nombre de jours. Ouais. Ça, c'est le nombre de jours. Avant, on mettait 16 jours pour faire un OF. Et là, depuis janvier 2022, on est descendu à 6 jours. Et donc, les ruptures clients, bah, j'en ai plus. Parce qu'en fait, ils vont super vite à s'organiser en production pour satisfaire la demande de clients. Donc, ce qu'ils appellent le fast lane. Bon, ça a demandé beaucoup de boulot de préparation, toi, mais en tout cas, ils ont réussi à le faire. Ça, c'est mes petites photos de gymnastique. Donc il y a la grande fente, il y a le truc, il y a le machin, celle qui elle regarde en haut pour ses cervicales, toutes ces choses-là. Donc ça c'est bon. Voilà, donc je suis assez fier de ça. Elles me font rire. Donc à chaque fois quand je les vois à travers la vitre, je le fais avec elles. mais voilà, donc ça leur fait du bien. Et encore une fois, il faut prendre soin de. Ça c'est aussi un sujet qui vient de chez Toyota. Et je me souviens Didier Leroy le dire, on est tous là dans l'entreprise pour prendre soin de l'opérateur qui monte la voiture. La valeur ajoutée de la boîte, elle est sur le geste d'assemblage, parce que c'est une usine d'assemblage, sur le geste d'assemblage. Et donc, l'ingénieur, le châtelier, vous êtes au service de l'opérateur. Et vous devez l'écouter, vous devez vous mettre à sa place, vous devez aller voir ce qui se passe tous les jours pour qu'il soit dans les meilleures conditions de travail. Ergonomie, sécurité, et aussi de temps en temps des flux, il n'y a pas la pièce, enfin tout le sujet qu'il peut y avoir dans l'atelier. Ça c'est super important. Et effectivement, de temps en temps, on fait faire des gestes à nos collaborateurs qui sont destructeurs, donc il faut en être conscient. Ça c'est un autre tableau. Là, c'est pris hier, d'ailleurs, il y a la date dessus. Là, c'est mon service client où je galérais comme un fou. Elles étaient tout le temps en retard. Et donc, on a mis des indicateurs ensemble, en place, sur les dépôts, sur les catégories. Et tous les matins, elles relèvent les compteurs. Donc là, elles sont super contentes en ce moment. Il y a plein de zéros. Elle dit, on n'a plus rien à faire. La semaine dernière, j'en ai une qui dit, François, je m'ennuie. Je ne sais plus quoi faire. Et là, ça fait 8 ans que je suis dans l'entreprise. C'est la première fois que j'entends ça. Et là, j'étais scotché. Je suis, alors attends, là, tu me poses une colle parce que je ne sais pas comment je vais faire. Bon, après, on a discuté, donc on a étendu son périmètre, elle fait plein d'autres choses. Mais en fait, je me suis pas aperçu. Mais enfin, si, je le savais, que 20% de productivité, machin et tout ça, mais je ne le faisais pas pour ça. Je le faisais pour simplifier les process, pour contenter le client qui attendait toujours sa commande où il y avait plein d'erreurs. On le faisait pour ça. Et puis, subitement, honnêtement, tout le truc est tombé. Et là, maintenant, elles s'ennuient, les filles. Elles s'ennuient. Et donc, mon sujet, c'est de leur donner plus de périmètre, plus de choses à faire, plus de qualitatif. Et je ne m'y attendais pas avec autant de violence. Parce que pour moi, honnêtement, d'abord, j'avais le temps. Puis je me dis, chose à la fois, des fois, c'est compliqué. Et là, brutalement, en fait, elles ont arrivé. Et là, maintenant, elles écrivent des process, des standards, des choses d'elles-mêmes pour avancer. Donc, ça s'auto-alimente. Voilà. Ce tableau-là, je ne vais pas vous l'expliquer. Voilà, ça c'est un tableau avec des process, mais bon, peu importe. Ça, c'est le bureau de ce matin à 8h, comme quoi il y a beaucoup de gens qui arrivent tôt. Ça, c'est un point aussi qui est important que j'ai vu chez Toyota et que j'ai voulu reproduire dans la société où je suis là, Cousin Surgery. Quand je suis arrivé, alors c'était chacun son bureau, chacun son imprimante, la taille du bureau proportionnelle au salaire. Je vous dis pas le bureau que j'ai eu moi quand je suis arrivé. Je leur ai dit j'en veux pas. Ils m'ont dit non, j'en veux pas. Je veux pas de ce genre de choses. Et j'ai commencé à leur dire bon, la cloison entre la qualité et la production, ouais, elle a l'air légère là. On va l'enlever. On va dire ah non, hein. Tu veux faire ça pour. Donc le concept de l'open space, où chez Toyota, il y a deux plateaux, les services support, on appelle ça donc maintenance, qualité. Il y a deux plateaux, un pour l'administratif et un autre pour la prod. Open space, 2 imprimantes, terminé. On n'en parle plus. Moi, j'ai vécu ça. De temps en temps, il y a un avion qui volait. On s'amusait. À l'imprimante, on se racontait des histoires parce que, tiens, voilà, entre tel service, tiens, blablabla. Donc, voilà, radio Toyota se passait aussi à l'imprimante et à la machine à café. Et quand j'ai voulu leur dire ça, ils m'ont dit, mais t'es fou, même pas en rêve. Tu nous feras pas faire ça.
Alors je me dis, bon allez, je vais les associer, on va faire les plans ensemble, tu choisis la couleur de la moquette, tu... Et alors je vous dis pas, mais je regrette une chose, c'est de ne pas les avoir enregistrés, tellement je m'en suis pris plein la figure. Mais j'ai tenu bon. Et une semaine après, waouh, c'est génial le truc, machin, on y va. Toi. Je dis, bah alors. Et pareil, il n'y a que 2 imprimantes dans le là. Et en fait, il y en a qui disent, ah bah ouais, mais je dis, bah tu vois, tu fais ta gym, toi. Au moins, tu restes pas à collecter ta feuille qui est sur ton bureau. Et voilà. Et moi, mon bureau, il est au milieu. Et ça aussi, c'est un concept fondamental, c'est le manager qui est proche de ses équipes et qui est là. Alors je ne dis pas des fois, c'est compliqué parce qu'il peut y avoir un peu de bruit, donc on a conçu, vous ne les voyez pas là, mais plein de petites salles autour pour pouvoir s'isoler, réfléchir. Par contre, le truc, c'est isoler, réfléchir, mais c'est vitré, c'est transparent. Ça veut dire qu'on sait où vous êtes, ce que vous faites, voilà. Mais ça, c'est aussi un point important, et c'est aussi chez Toyota, le patron, il n'a pas de bureau. Enfin, il a un bureau, mais il est au milieu de l'atelier, au milieu de tout le monde, pour être accessible et pour sentir un peu ce qui se passe au quotidien. Ça, c'est un point qui m'est cher, c'est cette proximité qui est enseignée dans le Lean. Donc, connaître les problèmes, connaître les points faibles avec humilité, et puis se refiler des cadeaux en permanence, et accompagner ces personnes, ça c'est un point important. J'en ai plus beaucoup. Voilà, l'avant-dernier, ça c'est un truc, ça c'est un tableau où chaque post-it c'est une commande client. Et on est sur un process international parce qu'on fait beaucoup de business international. International c'est galère, vous savez, il y a les formulaires de dédouanement, les trucs, en fait le process il s'arrête. Alors là, le truc qui est là, c'est même pas 2 étapes ou 4 étapes, là c'est sans arrêt le truc. Et donc moi j'en avais marre de ne pas savoir où en étaient mes commandes. Donc on a fait, dans chaque case, c'est un process et on voit où en sont les commandes. Donc sur le post-it, il y a le nom du client, la date et le montant. Comme ça, on sait combien on se bat, si ça vaut le coup de se battre pour 10 euros ou si c'est la grosse commande à 30 000 ou 40 000 euros. Et ça, ce point du matin, maintenant, on le fait avec les commerciaux, avec l'assistante, et elle dit, bah voilà, ta commande, elle est là, regarde, et j'attends ça. Tiens, si tu veux m'aider, si tu trouves que c'est trop long, bah aide-moi, appelle le client pour qu'il me file ce papier-là. Donc ça, c'est un tableau visuel qui m'a fait faire aussi un bond significatif dans l'équipe en termes de visualisation, d'approche et de partage des problèmes. Parce qu'avant, c'était tout par mail et elles étaient toutes seules à savoir ce qui se passait et il fallait leur tirer les verres du nez. Alors celle-là, pourquoi elle avance pas et machin. Et en fait là, j'ai même plus besoin de leur tirer les verres du nez. Si je veux avoir de l'info, je vais au point du matin les 5-10 minutes et je leur dis ok, c'est bon, c'est réglé, c'est en cours et je t'aide si tu as besoin ou pas. Voilà. J'en ai bientôt fini et en plus c'est presque bon. Donc mes apprentissages de ce changement, bouleversement culturel que j'ai vécu. Il faut se donner du temps. Au début je me dis ouais facile, je propose à la boîte ce que je viens de vivre chez Toyota, c'est facile, c'est humain, c'est génial, tout le monde va comprendre. Mais en fait personne n'a compris. Et moi, j'ai sous-estimé le temps qu'il fallait pour arriver à ça. J'en suis à ma 8e année. Je pensais au bout de 2 ans seulement y arriver. Là, j'y suis seulement maintenant. Ce que je vois maintenant, c'est que ça se fait tout seul sans coup de pichenette. Les progrès, il faut les célébrer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, faire des petites fêtes, faire des pots pour dire ça y est, on a plus ce problème-là. Parce que le problème du Lean, c'est qu'on va de problème en problème. Et on oublie le problème qui a été résolu parce qu'on ne le voit plus. Il n'est plus là. Il n'apparaît plus. Et donc, de temps en temps, il faut savoir se dire, et les gars, ça fait 5 mois qu'on n'a pas eu ce problème-là. Donc, allez, on paye le café, on paye le croissant, ou on fait un resto. Après, on célèbre chacun comme on veut. Mais ça, c'est un point important que moi, j'avais sous-estimé. La notion de standardiser aussi. On ne fait pas de progrès s'il n'y a pas de standard, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Donc, mais moi, j'ai trouvé que j'avais pas mis ça assez en valeur. Créer des rituels qui sécurise tout le monde. Ça veut dire qu'on sait quand est-ce qu'on va pouvoir parler à notre manager parce qu'on sait que c'est tous les jours ou toutes les semaines. Il y a des rituels hebdo et des rituels mensuels et des quotidiens. Le changement permanent, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et ça ne s'arrête jamais. Donc il faut habituer les gens à changer. Si on est statique, alors c'est assez fort ce que je dis, mais moi s'il n'y a rien qui change dans la boîte, c'est hyper dangereux au niveau économique pour la boîte. Si les gens ne comprennent pas, si les gens ne comprennent pas ça, si on ne bouge pas aujourd'hui en permanence, alors des fois on n'est pas capable de bouger vite, mais ça, ma philosophie, c'est dangereux parce qu'on est en train de se faire doubler
par la droite sans le voir par un concurrent, alors que moi, mon objectif, c'est d'être devant tout le monde. Ça ne veut pas dire d'être le meilleur, mais ça veut dire d'être sur le chemin de l'amélioration, sur le chemin de la croissance ou de l'innovation. Voilà. Et maintenant, mon objectif, c'est de ne plus être en train de, moi, d'enclencher les choses, c'est d'être sponsor, c'est-à-dire de donner plus de moyens, d'accompagner, mais d'être moins en front sur les changements culturels. Voilà. J'ai fini. Merci.